Portrait à la main, les habitants de Téhéran ont accompagné ce matin le cercueil d'une des figures les plus populaires d'Iran, le puissant général Qassem Soleimani, tué vendredi en Irak par une frappe américaine. L'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême d'Iran, et le président Rouhani se sont recueillis devant sa dépouille. À la tribune, la fille du général Soleimani a appelé à la vengeance. Les familles des soldats américains n'ont plus qu'à attendre la mort de leurs enfants. Œil pour œil, dent pour dent. De l'Iran au Liban en passant par l'Irak, les mouvements pro-Téhéran se mobilisent. À Bagdad, où des roquettes se sont abattues hier encore près de l'ambassade américaine, le Parlement demande le départ des GIs. Le gouvernement irakien devrait les empêcher d'utiliser les terres, l'eau et le ciel de l'Irak pour quelque raison que ce soit. Donald Trump, lui, assume l'élimination du général iranien qu'il accuse d'avoir fomenté des attaques anti-américaines. Sur Twitter, il va plus loin. En cas de représailles de Téhéran, Donald Trump se dit prêt à frapper 52 sites iraniens majeurs, dont des sites culturels. De quoi embarrasser même sa garde rapprochée. Le tweet du président a clairement indiqué que nous le ferons. Et le peuple américain devrait savoir que nous le défendrons toujours en respectant le droit international et la Constitution américaine. Cette surenchère entre Washington et Téhéran peut-elle précipiter toute la région dans la guerre? Les appels au calme des Européens seront-ils entendus? Ou risquent-ils d'être entraînés malgré eux dans une nouvelle guerre du Golfe? Bonsoir à tous les trois. Merci de nous avoir rejoints pour essayer de répondre à ces questions. À mes côtés, bonsoir Agnès Levallois. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes aussi vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Et selon vous, Agnès Levallois, nous ne sommes plus à l'abri aujourd'hui d'un dérapage. Donald Trump est le maître du jeu et la seule façon d'éviter la guerre est d'espérer qu'il se montre raisonnable. Une hypothèse sur laquelle on a, à l'heure qu'il est, un doute. À vos côtés, bonsoir Corentin Célin. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis. Pour vous, Donald Trump s'est placé dans un face-à-face avec l'Iran. Et il semble difficile de voir aujourd'hui un tiers capable de jouer un rôle de médiateur. Et puis, à vos côtés, Georges Malbruno, bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Et selon vous, Georges Malbruno, l'importance du général Soleimani fait qu'il y aura une riposte militaire de la part de l'Iran. Cette riposte, elle pourrait toucher des bases américaines situées dans le Golfe ou en Irak. Tout de suite, pour ouvrir le débat, Nadia Dam, vous avez une question d'un téléspectateur. Oui, en 28 secondes, c'est un téléspectateur qui nous a adressé cette question-là. Quelle est la part de responsabilité de Donald Trump, du président américain, dans cette escalade, Agnès Levallois? Depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, il y a eu plusieurs épisodes de tension entre les Américains et les Iraniens. Là, ça résulte de la mort d'un sous-traitant américain en Irak. C'est simplement une réponse des États-Unis. C'est pas les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, clairement, mais une réponse plus ou moins proportionnée. Ce qu'on voit bien, c'est que depuis la sortie de l'accord sur le nucléaire ordonné par Trump en 2018, on est effectivement dans une escalade avec l'Iran, puisque l'Iran n'a pas accepté, mais l'Iran ne pouvait pas faire grand-chose face à la décision américaine, que les Américains sont rentrés dans une logique de confrontation avec la mise en œuvre des sanctions contre l'économie iranienne. Et pour avoir été en Iran il n'y a pas très longtemps, autant vous dire que la situation est évidemment dramatique pour les Iraniens, pour simplement pouvoir subvenir à des besoins de première nécessité. Donc il y a vraiment, si vous voulez, cette situation qui est dramatique pour les Iraniens. Et donc ce choix de Trump de sortir de cet accord qui avait quand même l'ambition de stabiliser à peu près la région, même si l'accord était imparfait, on en a déjà parlé, mais permettait de stabiliser. Sortant de cet accord et cette volonté réitérée sans cesse par Trump de vraiment mettre l'Iran à genoux. Ce que veut Trump, ce que voulait Trump, c'est une négociation avec l'Iran, imposer une négociation où l'Iran arrivait à genoux à la négociation pour se montrer comme étant le seul qui était capable de négocier. Et donc on voit bien que cette stratégie, évidemment, ne fonctionne pas et que là, on est rentré dans une nouvelle étape avec effectivement le sous-traitant tué et la réaction décidée par les Américains. Alors cette nouvelle étape, donc, elle passe donc par l'assassinat, l'élimination du général Soleimani par les Américains vendredi dernier. Depuis, le régime iranien appelle à la vengeance. Les Américains sont très présents dans la région. Benjamin, c'est votre chiffre du jour. Oui, 6. Les Américains possèdent des bases militaires dans 6 pays du Golfe arabo-persique. On va le voir sur cette carte. Irak, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman. Ils possèdent aussi, bien sûr, des bases militaires en Afghanistan, en Arabie saoudite et en Turquie. Georges Malbruno, est-ce que ce sont là les cibles possibles des Iraniens pour se venger de cette attaque américaine? Ou alors, est-ce qu'il peut y avoir des attentats
sur le territoire américain ou en Europe? Oh, ça paraît compliqué quand même. Et un haut responsable militaire iranien l'a dit clairement hier sur CNN, les bases militaires seront visées. Alors, les bases militaires, ça peut être celles que vous avez citées, ça peut être aussi des militaires américains qui sont encore en Syrie, il n'y en a plus beaucoup. Il faut se souvenir quand même en 1983 du terrible attentat qui avait été perpétré contre l'ambassade américaine à Beyrouth, le Drakkar, les Français aussi avaient été visés. Donc voilà, je pense qu'on a l'impression, en entendant les responsables militaires iraniens, en entendant hier Hassan Nasrallah, qui a fait cette déclaration quand même qui était assez surréaliste, qui a dit il ne faut pas s'en prendre à des civils américains, journalistes, hommes d'affaires, etc. On n'est plus en 1983 lorsque les Libanais, le Hezbollah prenaient des otages français pour se venger, etc. Là, on a l'impression qu'on va avoir... La réaction iranienne, elle est assez pondérée, en fait. La réaction iranienne, froide. ça va être une réaction à froid et asymétrique, comme le font en général les Iraniens. On a vu une première réaction qui était sur le plan politique hier à Bagdad, avec le Parlement qui a voté une résolution non contraignante. Les Iraniens veulent l'objectif stratégique de l'Iran, c'est un retrait des forces américaines du Moyen-Orient. Alors, ils ne vont pas y arriver tout de suite, mais de l'Irak, peut-être qu'ils vont y arriver cette année. Et après, on a vu qu'hier soir, il y a eu encore des roquettes qui sont tombées sur l'ambassade américaine à Bagdad. Donc, il va y avoir, je crois, une riposte qui va être calibrée, mais il y en aura une, je crois, élevée. Ça signifie qu'on est entré dans une nouvelle logique, une logique de guerre inéluctable, avec, alors, riposte calibrée, dit Georges Malbruno, mais avec un risque d'escalade, évidemment, chaque camp ripostant un peu plus fort à l'autre à chaque fois. Non, je pense qu'il n'y a rien d'inéluctable. Il faut se garder de toute prévision, déjà parce qu'en particulier avec Donald Trump, on a un acteur qui l'a encore prouvé, qui est imprévisible, dans un sens comme dans un autre. Par exemple, jeudi dernier, vous pensiez qu'il pourrait décider d'éliminer le général Soleimani ? Alors non, je ne pensais pas. J'essaye d'éviter les prévisions et non, honnêtement, je pense que peu de gens y songeaient, surtout en cette période où il était en vacances en Floride, où il faisait du golf. Donc bon, d'un certain côté, il a obtenu une forme de surprise stratégique. Maintenant, ce qui est frappant, c'est qu'il est il est monté aux extrêmes, c'est-à-dire qu'il a tapé le plus fort possible au plus haut de l'État iranien. Ce qui évidemment pose un problème pour les Iraniens, on vient d'évoquer, par rapport, comment peuvent-ils répondre, sachant qu'ils n'ont évidemment pas les moyens de la superpuissance états-unienne. Le rapport de force militaire, évidemment, est en leur défaveur. Comment ils peuvent répondre ? Point 1, mais pour Trump, ça pose un problème, parce que si jamais ils répondent, c'est quoi l'étape suivante ? Et là, on a vu ces menaces ces derniers jours par Twitter complètement... Alors là, vraiment, on passe même à une construction de quelque chose qui ressemble de plus en plus à un choc des civilisations, puisqu'on évoque des cibles culturelles. Donc, on construit du côté de Trump. Là, il parle de viser le peuple irakien, non plus simplement l'appareil irakien. Quand il dit des cibles culturelles iraniennes, ça veut dire s'attaquer au peuple lui-même. Il ne fait plus la différence entre le peuple je suis pas sûr et les dirigeants. Je ne suis pas sûr qu'il fasse la différence. Non, il ne fait pas de différence. Je ne suis pas sûr qu'il soit capable d'élaborer à ce point, mais il y a une volonté vraiment de dire quelque chose de frappant qui va vraiment choquer les esprits et pour montrer qu'il est là et qu'il ne se laissera pas faire. Mais en même temps, vous nous dites, bon, c'est pas inéluctable, mais il envoie 3000 soldats supplémentaires, Agnès Levallois, le président américain, alors que c'était une ligne rouge qu'il avait posée de ne pas déployer de forces américaines au-delà de ce qui était déjà sur place. C'est pour ça que la situation aujourd'hui est complètement, de cette manière, va à l'encontre de tout ce qu'a déclaré Trump depuis le début. Il veut se retirer du Moyen-Orient et en même temps, il est en train de lancer des opérations de guerre. Enfin, quand on tue un officiel d'un autre pays, je veux dire, c'est quand même une opération de guerre, en sachant que les Iraniens ont toujours dit qu'ils ne se laisseraient pas faire et que s'il y avait ce genre d'opération, ils réagiraient. Donc effectivement, le résultat va aller exactement à l'encontre de ce pourquoi il s'est fait élire, à savoir se retirer du Moyen-Orient. Mais depuis qu'il est arrivé aux affaires, finalement, il ne s'est pas retiré du Moyen-Orient. On a vu un Trump, depuis le début de son mandat, quand même extrêmement actif au Moyen-Orient. Et il y avait le déclaratoire disant que, mais la réalité, de toute façon, allait à l'encontre de ces déclarations. Alors, en tout cas, s'il en est un qui s'escrime depuis vendredi à justifier l'élimination du général Soleimani, c'est le zélé Mike Pence, fidèle serviteur de Donald Trump, dur parmi les durs, et vice-président des États-Unis. Thibault Nolte lui prend la tête. Prise de tête. On leur prend, mais on leur rend. Mike Pence, 60 ans, vice-président, évangélique, créationniste, indianien. Je suis Mike Pence, numéro 2 et bigot. Je n'assiste à aucun événement où l'on sert de l'alcool sans ma femme, que j'appelle mère, et qui avait gardé une croix en or gravée du mot « yes » dans son sac à main,
en prévision de ma demande en mariage. En 2015, gouverneur de l'Indiana, j'ai signé une loi qui permet de refuser de servir un client LGBT au nom de ses croyances. Trump dit toujours, il ne faut pas lui en parler, il veut tous les pendre. Au fond, tu as ça en commun avec les Iraniens chez qui on pend les invertis. C'est bien la peine de bombarder le général Soleimani ou de lui faire porter le chapeau du 11 septembre. Mère, prions un peu, pour le jour où je deviendrai président. Si Trump n'est pas destitué, je suis le républicain le mieux placé pour 2024. Le Tout-Puissant est à nos côtés. Michael, tu as su faire le nécessaire. En 2017, les journalistes du Washington Post ont compté tes élans de flagornerie envers le président. 14 en 3 minutes, soit une amabilité toutes les 12 secondes et demie. Mon divin susboule, mon céleste lèche-cul. Mère, je préférerais manche à balle ou frotte-manche. Mes parents ont eu 6 enfants. Donc tout de même 6 rapports sexuels. Mon père dirigeait des pompes à essence. Nous aimions Kennedy. Et puis j'ai ripé extrémiste. Chroniqueur radio, je disais que les femmes n'avaient rien à faire dans l'armée. La preuve, l'héroïne Disney, Mulan, tombe amoureuse d'un officier et s'affiche le bazar. Oh, tu n'as pas fait que du prosélytisme conservateur. T'as fait de la retape pour le lobby du tabac et raconté que fumer ne tue pas, 2 tiers des fumeurs ne meurent pas du tabac. Donc je peux bien dire que Soleimani, qui ne figure même pas au rapport de la commission d'enquête sur le 11 septembre, a aidé les 12 terroristes, qui en réalité étaient 19. Bien sûr, la vérité est dans ton cœur, pas dans les rapports des gauchistes. Merci Thibault Nolte. Georges Malbruno, est-ce qu'on le voit à travers ce portrait de Mike Pence, est-ce qu'on est aujourd'hui en présence de 2 camps qui se sont radicalisés, fanatiques contre fanatiques? D'un côté, Mike Pence et cette frange d'une droite religieuse américaine extrêmement dure, et puis de l'autre côté, évidemment, le régime iranien qui est lui-même un régime extrêmement fanatisé, avec le souvenir aussi pour les Américains de la prise d'otage de 1979 qui reste un traumatisme. Qui a dû compter dans la décision de Trump de frapper. Et oui, d'autant plus qu'avant cet acte, cette ligne rouge franchie, on pouvait émettre l'espoir de négociations, finalement, dans les mois qui viennent, entre Iraniens qui sont asphyxiés et Américains, Trump, qui a envie de négocier. Aujourd'hui, l'espoir de négociation avant l'élection américaine est absolument annulé. Et d'autre part, en Iran, vous allez avoir des élections législatives dans 40 jours. Les conservateurs vont remporter. Ce qu'on appelait les réformateurs au sein les réformateurs n'existent plus. Et donc, vous avez aujourd'hui, en face à face, 2 pôles qui se sont radicalisés. Et donc, il y aura donc forcément des appels à la vengeance. Mais il y a une chose qui m'a frappé, moi, hier, dans un des... Je ne sais pas si c'est un tweet de Trump. Après le vote du Parlement irakien qui a appelé donc, au retrait les soldats américains, Trump était mécontent. Il a dit « je vais les sanctionner, sauf si on arrive à se mettre d'accord sur une base amicale à un retrait ». Et je pense que Trump, après ce vote du Parlement qui n'est qu'un début... cherche à sortir. Je pense qu'il cherche à sortir. Et en tout cas, aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé en Irak, et ça les Américains le savent bien, ils ne peuvent plus sortir dans les rues à Bagdad. Donc je crois qu'ils sont dans une phase de retrait, peut-être au Kurdistan, mais à Bagdad, ça va être compliqué pour qu'ils restent. En même temps, Corentin Célin, Donald Trump, pour l'instant, dans son pays, aux États-Unis, il reste maître du jeu aussi, parce qu'il met les démocrates dans l'embarras. Soleimani reste un adversaire des Américains. Alors ça, on l'a vu effectivement la nuit après l'exécution. Premièrement, il faut rappeler que lui, il joue une partie de politique intérieure. Immédiatement après l'annonce de la frappe sur Soleimani, il est allé à une rencontre évangélique où il a dit devant des blancs évangéliques conflits de dévotion, il leur a dit « Dieu est de notre côté ». Donc on est vraiment dans un... Vous dire qu'il est dans la campagne électorale américaine, là? Ah oui, dans la campagne présidentielle? Complètement dans la campagne électorale américaine. Le but, c'est de plaire à ces électorats socles, en particulier les blancs évangéliques. C'est pas un hasard. Juste après la frappe, il va l'annoncer à qui? Aux blancs évangéliques de Floride, en leur disant « Dieu est de notre côté ». Donc toujours avec cette perspective presque d'une guerre de religion. D'autre part, il faut rappeler que Pence, il dit pas ce qu'il a dit non plus complètement au hasard. Il le dit parce qu'il faut bien justifier légalement cette frappe qui n'a pas été autorisée par le Congrès sur Soleimani. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'en disant Soleimani, il avait maille à partir avec les terroristes du 11 septembre, ça permet de justifier la frappe par l'autorisation qu'avait donnée le Congrès en 2001-2002 pour frapper qui on voulait, qui était terroriste. Donc on voit bien qu'on cherche à séduire les évangéliques sur la thématique guerre de religion, guerre reconquête du Moyen-Orient, et on cherche à séduire aussi toujours au nom de la lutte antiterroriste. Et on a bien vu que les démocrates, effectivement,
Ils ont du mal parce qu'il ne fallait pas donner l'impression de défendre Soleimani, qui était quand même considéré aux États-Unis comme un terroriste. Qui est quand même l'homme avec lequel un certain nombre de responsables internationaux ont négocié dans la lutte contre Daesh, qui est quand même un élément aussi paradoxal de cette situation, c'est qu'on élimine quelqu'un qui a participé à la lutte contre Daesh. Même si on a vu aussi dans la région des manifestations, notamment en Irak, justement contre la présence iranienne. Bien sûr, et ça c'est très important de voir qu'avec l'élimination de Soleimani, on voit bien effectivement qu'au Liban et en Irak, on avait un certain nombre de Libanais et d'Irakiens, de toute façon, qui manifestaient contre la présence iranienne dans la région, et que, à mon avis, une des conséquences de ce qui s'est passé là, c'est que ces mouvements de contestation, aussi bien au Liban qu'en Irak, vont pâtir de cela, puisque ça les affaiblit, et surtout ça remet quoi sur le devant de la scène? Et on l'a vu hier lors du vote au Parlement irakien, c'est que les députés sunnites et kurdes n'ont pas voulu prendre part au vote, donc ce sont les députés chiites qui ont pris part au vote, ce qui remet sur le devant de la scène la question du clivage confessionnel communautaire contre lequel les manifestants, aussi bien en Irak et au Liban, s'est levé. Et ça, pour moi, c'est vraiment la fin de ce moment historique qu'ont connu ces deux pays ces dernières semaines. Vous évoquiez à l'instant, Agnès Levallois, le rôle qu'a eu le général Soleimani dans la lutte contre Daesh. Précisément, Nadia, son élimination, elle a des conséquences directes, des conséquences militaires sur le terrain. Oui, avec vous venez de le dire, ce qui s'est passé hier au Parlement irakien, qui a donc voté un texte, une résolution en tout cas, à 2/3 du quorum, puisque tous n'étaient pas présents, qui réclame le départ de toutes les forces étrangères présentes dans le pays et qui révoque donc la demande d'aide adressée à la coalition internationale pour combattre le groupe État islamique. Et juste avant l'adoption de cette résolution, la coalition avait elle aussi annoncé la suspension de l'entraînement des forces irakiennes ainsi que les opérations de combat contre l'État islamique. Et de fait, en effet, il y avait une coalition internationale qui s'était mise en place, qui était emmenée par les Américains, qui s'était formée en 2014 pour stopper l'extension de Daesh sur le territoire irakien. Elle rassemble plusieurs armées européennes, dont l'opération française, l'opération Chamal. Le problème, c'est que contrairement à ce qui est écrit dans cette fameuse résolution, ce texte adopté par les Irakiens, la victoire contre l'État islamique, elle n'est pas du tout achevée, puisque pas plus tard que le 12 décembre dernier, un combattant de Daesh s'est fait exploser dans la ville de Samarra, donc en Irak, faisant plusieurs morts. C'est un groupe qui continue à organiser des attentats suicides, des enlèvements, des explosions contre les milices kurdes ou contre les milices irakiennes, qui a toujours des armes et de l'argent. Et cette non-éradication du groupe terroriste, elle inquiète le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui s'en est alarmé et qui a parlé hier, cette semaine, de menaces permanentes et de risques de résurgence. Georges Malbruno, une fois qu'on a dit ça, on se dit tout simplement que ça va également profiter à l'État islamique dans la région et ailleurs et en Syrie. Oui, parce que concrètement, les soldats américains, français qui collaboraient avec des Irakiens, aujourd'hui, ils vont avoir peur de sortir parce qu'on ne savait pas si le soldat était vraiment irakien ou s'il collaborait avec les milices pro-iraniennes. Par conséquent, on ne va pas risquer la perte d'hommes et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette annonce. Si les soldats américains se retirent d'Irak, ça va nous poser des problèmes aussi, non seulement en Irak, mais ça va nous poser des problèmes aussi pour nos forces spéciales en Syrie, qui venaient de recevoir des visas il y a quelques mois pour justement se replier en Irak en cas de besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Que peut faire la France dans ce cas ? Envoyer davantage d'hommes ? Non, je ne pense pas qu'elle va envoyer davantage d'hommes, mais essayer peut-être de se réconcilier avec la Turquie pour essayer d'envisager une porte de sortie par la Turquie. Ça pose de sérieux problèmes de logistique et d'isolement pour nos troupes. D'ailleurs, Agnès Levallois, est-ce qu'il peut y avoir un médiateur valable dans cette crise ? On a l'impression que les Européens, en effet, sont complètement à côté de la plaque. On ne les entend pas, on les écoute à la Chine aussi qui parle mais qui n'est pas entendue, qui appelle à la modération. Est-ce que quelqu'un peut servir d'arbitre ? C'est vrai que c'est très difficile de pouvoir envisager un arbitre. On a vu que l'Europe, et en particulier le président Macron, cet été, dans le cadre du G20, avait essayé de tenter quelque chose avec le résultat que l'on connaît. Donc, en dehors de cette tentative, finalement, européenne et française tout particulièrement, on n'a pas vu grand-chose. Là, on voit que là, appelons à la désescalade. Et c'est ce que dit la Russie aussi. La Russie appelle à la désescalade. La Russie qui est plutôt alignée sur l'Iran. Mais qui fait quand même attention à ses autres alliés dans la région. Parce que peut-être le seul pays qui a une possibilité de faire quelque chose, c'est la Russie, parce que la Russie parle avec tout le monde. La Russie parle aussi bien avec Tel Aviv qu'avec Washington, qu'avec Téhéran, qu'avec Riyad. Donc c'est vrai que le seul acteur... Mais quels sont les moyens véritablement de la Russie par rapport à cette situation ? Ces moyens sont quand même relativement limités. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la seule possibilité, effectivement, c'est que Trump revienne à une certaine raison pour éviter que la situation ne se dégrade plus qu'elle n'est déjà dégradée, avec un élément quand même dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui va quand même inquiéter, ce sont les pays de la région. Je pense
pense, les pays riverains de l'Iran. Je pense en particulier à l'Arabie saoudite, aux Émirats, qui sont quand même tétanisés par ce qui se passe. L'Arabie a déjà subi des tirs de drones venant, alors pas officiellement de l'Iran, mais quand même avec une technologie très iranienne, sur les installations pétrolières. Il y a la question du détroit d'Ormuz. Donc il y a quand même des questions qui se posent pour ces pays-là, de savoir comment les choses vont évoluer. Je crois que l'Iran va évidemment riposter, mais va être très prudent dans sa riposte parce qu'on l'a déjà dit, il n'a pas les moyens de rentrer en guerre avec... Et une autre question qui se pose aussi, Agnès Levalois, c'est celle du nucléaire iranien, puisque le fameux accord de 2015, cette fois-ci, il est mort et enterré. Les Iraniens ont annoncé de toute façon qu'ils ne se donnaient plus de limite maintenant à l'enrichissement. Ça signifie que cet accord-là... Il était déjà quand même bien mal en raison de la position américaine. Je pense qu'il faut quand même à chaque fois rappeler que toute cette situation vient de ce retrait américain et ne vient pas des Iraniens. On date parfois de l'accord de 2015. Et que je trouve que dans la réaction aujourd'hui des Iraniens, justement, à parler de l'accord sur le nucléaire, c'est une façon de réagir, mais assez raisonnable, finalement, puisque les Iraniens savaient déjà qu'ils allaient... Ils sont engagés, mais ils ne sont pas sortis de l'accord. Non, ils sont dans l'accord, mais ils sont en train, si vous voulez, de sortir progressivement, ou en tous les cas, de faire tomber les conditions. Mais ça, c'était déjà prévu avant l'attaque contre Qassem Soleimani, puisque tous les 2 mois, les Iraniens allaient un peu plus loin si les Européens n'étaient pas capables d'apporter les solutions pour éviter l'asphyxie de l'économie. Le principal problème de l'Iran aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces sanctions s'allègent. Corentin Celin, qu'est-ce qui peut encore arrêter Donald Trump, justement, les électeurs américains ? Oui, là, on est quand même entré dans l'année électorale et surtout, ce qui ne risque de ne pas l'arrêter, et on l'a vu sur l'État islamique, c'est qu'il y a de plus en plus une disjonction entre la tête politique aux États-Unis, c'est-à-dire un président qui décide de tout et de plus en plus seul, et j'allais dire les militaires de terrain, ceux qui sont justement en Syrie, en Irak, qui savent par exemple à quel point l'État islamique n'est pas vaincu, mais Trump, lui, est convaincu. Il l'a dit et redit, l'État islamique, c'est terminé, on les a battus. Par ailleurs, sur le nucléaire iranien, c'est la même chose. Sa représentation, c'est que cet accord était mauvais, qu'il avait été signé par Obama et qu'il faut le détruire. Et on aura beau lui expliquer... En fin de compte, c'est toujours lui qui décide. Et c'est bien pour ça qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi une crise de la prise de décision présidentielle aux États-Unis, où on voit que ce président, finalement, on croyait qu'il pourrait être empêché, qu'il pourrait être contrarié. Non, il s'impose sur tous les contre... Il reste le chef, exactement. C'est quand même lui le chef. Voilà. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir sur ce plateau.